Bien, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au Conservatoire national des arts et métiers, aux 11e assises de la recherche stratégique, le vieux monde, la crise, les crises. Être CNAMien, c'est être un serviteur du pacte républicain. C'est être comme Samuel Paty, un hussard de la République au service de la plus belle des missions, celle de la transmission de la connaissance. Je tiens donc à vous remercier chacune et chacun d'entre vous pour votre engagement au service de cette mission. En 2020, nous avons su collectivement faire preuve de résilience. En 2021, je souhaite que nous fassions preuve d'audace, d'inventivité et d'imagination. Fort de nos 226 ans d'existence, c'est-à-dire que depuis qu'on est sorti, je ne veux pas remonter très loin, mais depuis qu'on est sorti du Jardin d'Éden, en gros, on a reconstruit un temps, un espace, nos relations, etc. On a enchevêtré comme ça des temps successifs. En fait, on a un temps artificiel autour de nous, qu'on a construit. Et ce temps artificiel, eh bien, il peut s'écrouler très rapidement. Alors, la crise du Covid, ça nous rappelle que d'ailleurs, on est sorti du Jardin d'Éden, on a toujours un peu des restes, hein, donc on est encore présent dans le Jardin d'Éden, mais la crise du Covid, on pourrait inverser le système. On n'est pas dans la gestion de crise, on est dans la crise de gestion. On n'est plus dans une rupture, on est dans un continuel. On est dans une situation qui était bien dépeinte tout à l'heure par notre ami journaliste, hein, où en fait, la médiatisation recrée la permanence de la crise. Et le politique se trouve dans une situation complètement délicate, qui est la décision permanente. Ou indécision permanente. Et en fait, on se retrouve, en gros, hein, dans une situation où on est sans arrêt en train de reconstruire derrière la dernière décision. Et enfin, je terminerai sur ce genre de crise, sur le terrorisme, hein, parce que j'ai commencé par ce sujet. Bien le terrorisme, la crise et la terreur, d'ailleurs, veulent l'inscrire dans notre mémoire. Du coup, là, on n'est plus dans une rupture avec l'instant. L'instant doit être permanent. Il doit s'inscrire dans l'institutionnel. On n'est pas dans la gestion de crise, on est dans la crise de gestion. Et la terreur, d'ailleurs, veulent l'inscrire dans notre mémoire. Du coup, là, on n'est plus dans une rupture avec l'instant. L'instant doit être permanent. Il doit s'inscrire dans l'institutionnel. On oublie en fait que la connaissance évolue en permanence. Et souvent, c'est comme d'ailleurs dans le domaine du droit, les mœurs vont plus vite en fait que la loi. Et la loi rattrape toujours les mœurs en cours. Sur la toxicologie, par exemple, on sait maintenant que la dose ne fait plus le poison. Le fameux principe de Paracels, hein, qui disait que plus vous preniez du poison, bah forcément plus vous avez du chance de mourir. Ben non, avec la problématique des perturbateurs endocriniens, on sait qu'il suffit d'être exposé à une faible dose, mais à un certain moment clé du développement de l'organisme humain, notamment les fameux 1000 premiers jours de la vie, hein, de la conception jusqu'aux 2 ans de l'enfant. C'est la période où l'organisme est le plus vulnérable aux expositions aux perturbateurs endocriniens. Voilà. Et donc, on sait maintenant que la dose ne fait plus le poison, et pourtant la toxicologie réglementaire officielle n'a pas bougé. Il faudrait absolument la revoir, la réactualiser en fonction des dernières connaissances. L'objectif, c'est de rendre la confiance, d'informer, et donc nous avons renoncé aux sanctions pénales. Le but n'est pas de sanctionner, mais de rassurer. Par contre, tous les parents sont soumis à un devoir, une obligation de protection de l'enfance. I was taught in residency, in medical school and residency, that vaccines are safe and they were effective, and that there's absolutely no reason to question it because we've done all the studies. What I've realized is that the safety that I would want for kids, having taken the Hippocratic Oath of first do no harm, is not happening. The vaccines are not safe the way we're told that they're safe. Il suffit d'être exposé à une faible dose, mais à un certain moment clé du développement de l'organisme humain, notamment les fameux 1000 premiers jours de la vie. Hein.
un argument que met en avant Henri Grégoire, l'abbé Henri Grégoire, c'est que on arrive à la fin d'un siècle. Donc il y a une espèce de mythologie liée au début d'un nouveau siècle. Alors le nouveau siècle, il faut faire des choses parce que c'est le nouveau siècle. On connaît ça, on a toujours fait ça. Le nouveau siècle, 18e siècle, nouveau siècle, 19e siècle, nouveau siècle, 21e siècle, etc. Toujours l'idée que, puisqu'on change de siècle, c'est l'occasion d'un siècle nouveau, c'est l'occasion d'une révolution. Alors justement, ce qui est amusant, c'est remarquable, c'est que l'abbé Grégoire parle de révolution. Quand on ne fait pas attention, on croit qu'il parle de la Révolution française. Or, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'il écrit avant la Révolution française. Pour lui, la Révolution, c'est justement le fait de réinstaurer les Juifs en tant que citoyens dans le monde. C'est ça qu'il appelle la Révolution. Donc, il y a une ambiguïté à ce sujet. Il a défendu, après avoir publié son bouquin, il a défendu, après la Révolution, donc, il a défendu cette deuxième révolution, qui n'est pas la même que celle qu'il avait proposée, mais enfin, pour lui dire, les deux sont liés probablement. Nous avons un abbé qui s'appelle Henri Grégoire, donc 18e, 19e siècle, qui nous donne quelques mots donc sur Israël, sur les Juifs, sur le judaïsme. Les Juifs sont membres de cette famille universelle qui doit établir la fraternité entre tous les peuples. Et sur eux comme sur nous, la révélation étend son voile majestueux. Enfants du même Père, dérobez tout prétexte à l'aversion de vos frères, qui seront un jour réunis dans le même bercail. Ouvrez-leur des asiles, où ils puissent tranquillement reposer leur tête et sécher leurs larmes, et qu'enfin le Juif, accordant aux chrétiens un retour de tendresse, embrasse en moi son concitoyen et son ami. Abbé Henri Grégoire, c'est quand même touchant. C'était un essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs. L'abbé Grégoire étant très impliqué en politique, a plaidé pour qu'il y ait un statut de Français, puisque nous sommes là dans cette époque de Napoléon, où le statut donc des Juifs va changer en France. Ils vont devenir Français à part entière après avoir été rejetés de partout.
Nous sommes très attachés à travailler des deux côtés de la Méditerranée. On connaît effectivement le CNAM sur le territoire national, dans l'outre-mer, mais on connaît moins le fait que nous sommes très présents. Aujourd'hui, le CNAM, c'est à peu près plus de 90 000 auditeurs, mais 8 000 auditeurs hors de nos frontières, dont la majorité du côté de la Méditerranée. Nous sommes présents au Liban depuis une quarantaine d'années, nous sommes présents au Maroc, et à chaque fois avec des effectifs extrêmement importants. Nous formons chaque année 3500 auditeurs au Liban, 1500 au Maroc, et depuis peu la Tunisie souhaite que nous nous retournions parce que nous avons été présents. Notre engagement pour la laïcité sera pérennisé et renforcé. En 2020, nous avons mené un cycle de conférences en partenariat avec le Conseil des sages de la laïcité présidé par la professeure Dominique Schnapper. En 2021, nous allons ouvrir une chaire laïcité aux frontières de nombreuses disciplines, le droit, l'histoire, la philosophie ou la sociologie. Elle aura pour mission de réfléchir à l'application du principe de laïcité et d'accompagner par les bonnes formations, les formations ad hoc, les administrations comme les entreprises à le faire respecter. Le CNAM se veut un établissement d'enseignement supérieur en pointe dans ce combat. Nous devons collectivement en être fiers. La laïcité est le premier rempart de notre République contre l'intolérance, contre la barbarie, contre l'obscurantisme. Elle constitue la première des garanties pour la liberté de conscience et pour assurer l'égalité femmes-hommes, portée désormais par Frédéric Pigère au sein du Conservatoire. Plus que jamais, en 2021, notre établissement prônera des valeurs d'ouverture et de tolérance qui fondent le vouloir vivre ensemble de la nation. 2021 nous permettra de forger des outils pour aller de l'avant sur tous ces sujets. Je pense au projet de l'INSEAC et à l'exposition consacrée au métissage culturel qui ouvrira dans notre musée à la fin de cette année. Je salue en ce sens la profonde envie de CNAM, manifestée par tous les élus de notre pays et par leurs associations d'élus, ainsi que le soutien sans faille de tous les ministères concernés, du MESRI au ministère de la Cohésion des Territoires et au ministère de l'Industrie. Avec nos centres en région, comme autant d'acteurs majeurs du développement de nos activités dans l'ensemble des territoires, de la métropole comme de l'outre-mer. Je souhaite aussi que l'année qui débute soit placée sous le signe d'une ouverture encore plus grande vers les territoires. La très efficace initiative au cœur des territoires, en articulation avec les deux programmes Cœur de ville et Territoire d'industrie, portés par Thibaut Duchesne, est appelée à s'amplifier. Après les ouvertures d'antennes à Chaumont, Saint-Brieuc, Quimper, Chalon-sur-Saône, Manosque, Vierzon et d'autres villes, d'autres implantations sont en cours de réalisation, par exemple à Aurillac, à Brignoles, à Châlons-en-Champagne, à Cherbourg, à Cognac, à Dieppe, à Grasse, à La Roche-sur-Yon, à Maubeuge, à Nevers, à Saint-Dié, à Saint-Quentin, à Saverne, à Vesoul, à Verdun, vous l'avez compris, dans beaucoup de petites villes ou de villes moyennes. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré au territoire. Vous le savez, dynamiser et redonner de l'énergie à nos territoires, c'est l'ambition portée par le CNAM et beaucoup d'acteurs sur notre territoire en France. Une solution, bien entendu, la formation. Et oui, on s'en doute, la formation est un levier de développement des territoires sur le plan économique, social et qui vient s'inscrire pleinement dans une vision d'aménagement de ces territoires. Tous les acteurs ont bien saisi l'enjeu dans un monde porté par l'économie de la connaissance. Les compétences et l'employabilité sont des mots-clés pour faire face aux nouveaux défis de notre monde et notamment à la transformation, faire face à la transformation spectaculaire imposée par cette crise sanitaire sans précédent. Depuis une année que ça dure et c'est pas fini. On l'a vu, les annonces en témoigneront sans doute ce soir et demain. Aujourd'hui, nous allons analyser les fondamentaux de cette transformation, mais également voir plus précisément comment engager des actions autour de la formation, avec l'exemple de ce qu'a fait le CNAM sur les territoires notamment. Cette volonté d'inclusion sociale, au sens le plus fort du terme, se retrouve dans la création du Bac+1. Ce Bac+1 est une formation dont nous pouvons et nous devons être fiers de revendiquer la paternité. Elle a eu en 2020 la reconnaissance de notre ministère, ce qui est une excellente nouvelle. Ce Bac+1 s'inscrit dans la logique de trouver pour chaque jeune une formation et donc une solution.
Il est l'alliance entre l'approfondissement d'un socle fondamental de connaissances et l'ouverture au monde professionnel. 10 formations ont déjà été validées, d'autres sont en cours. Mais 2021 verra le déploiement large de cette formation qui constitue une réponse concrète pour de nombreux bacheliers professionnels et pour les décrocheurs de l'enseignement supérieur. On a travaillé sur le pass numérique, qui est une formation qui est un infrabac. Naturellement, il nous apparaissait cohérent de proposer un vrai parcours de formation de l'infrabac jusqu'au bac plus 3 en utilisant ces méthodes de pédagogie par projet. Expérimenté depuis le début de l'année 2020, le télétravail est désormais déployé pleinement. Une charte est en phase de finalisation après de nombreux échanges avec les organisations syndicales. Les enseignements, tirés d'une enquête pilotée par la direction de l'aide au pilotage, réalisée à l'issue de la première période de confinement, seront intégrés dans notre stratégie de pérennisation du travail à distance. Si on doit refonder l'Europe demain, et j'espère qu'on le refera, si on doit refonder l'Europe, il faut s'atteler au chantier politique. On ne peut pas continuer de faire une Europe où la politique n'existe pas, autrement dit, où elle est réservée aux États membres et où elle n'est pas incluse dans les responsabilités de l'Union européenne elle-même. C'est la même illusion d'ailleurs qu'on avait eue au début de la mondialisation, quand Francis Fukuyama avait écrit La fin de l'histoire. Son idée était celle de Monnet et Schuman, c'était de dire, à force d'intégration économique au niveau mondial, eh bien, les États du monde vont finir par se rapprocher, ils seront à peu près identiques, les mêmes consommateurs, les mêmes désirs, les mêmes besoins, et tout cela va créer une espèce de grande uniformité politique, et donc on ne se fera plus la guerre, parce qu'on sera tous pareils, etc., etc. Eh bien, c'est faux. La mondialisation économique ne crée pas d'unité politique, bien au contraire. Eh bien, c'est pareil pour l'Union européenne, l'intégration économique ne crée pas de solidarité politique. Et pendant les premières semaines du Covid, les États membres ont montré tout ce dont ils étaient capables en termes de chacun pour soi et d'égoïsme national. Eh bien, c'est une leçon positive, c'est que finalement, bon gré malgré leurs disputes, leurs divergences, leur méfiance vis-à-vis des uns des autres, eh bien, tous les États membres, les 27, plébiscitent l'Union européenne. Personne ne veut partir. On avait cru à un moment que les Italiens, excédés par le fait d'avoir été abandonnés aussi bien pour gérer la crise des réfugiés que pour gérer la crise du Covid, on avait cru que les Italiens pourraient suivre par malheur l'exemple des Britanniques. Eh bien, il n'en est rien. Les sondages montrent que les Italiens plébiscitent l'Union européenne, et c'est vrai de l'ensemble des États membres, même ceux que l'on croit les plus favorables au statu quo ou au protectionnisme. Il y a aujourd'hui, dans la part des 27, le sentiment, plus qu'un sentiment, qui est peut-être même une certitude, c'est qu'il n'y a pas d'alternative en temps de crise à l'immense apport que peut fournir l'Union européenne. 750 milliards d'euros, aucun État membre n'est capable tout seul de les lever sur le marché, ou alors s'il le fait, c'est à un coût et un taux d'intérêt absolument rédhibitoire. Et donc, on a cette dernière leçon de ces 9 mois de crise, c'est que l'Europe est solide. Elle n'est pas forcément l'Europe qu'on aime, elle n'est pas forcément l'Europe la plus efficace possible, mais en tout cas, aucun État aujourd'hui ne veut quitter l'Union européenne. Et ça, je crois qu'il faut absolument capitaliser sur ce point, quel que soit le ressentiment des opinions publiques, quel que soit le désamour réel des citoyens pour cette Europe dont ils pensaient qu'elle ne leur servait à rien, qu'elle ne servait qu'aux entreprises. Eh bien, il y a je crois, de la part des États, l'impossibilité, enfin la reconnaissance qu'il n'y a pas d'alternative à l'Union européenne. Bonjour à tous. Je laisse le temps pour que ces messieurs
se libère. Pardonnez-moi, oui, pour la petite inversion, mais en même temps, je pense qu'elle est mieux positionnée, pour le coup, mieux positionnée parce que vous allez voir, mon intervention renvoie à quelques leçons méta de cette crise et qui reprennent sensiblement quantité d'éléments qui ont été vus par nos collègues ce matin, ce qui est, je dirais, on l'a vu, la crise comme vecteur de connaissance, la crise comme levier capacitaire, la crise, elle a déjà éventuellement un point important, c'est d'apporter la question du vécu. Parce que tout ce que je vais vous dire comme leçon, rien n'était inconnu. Donc c'est intéressant de voir que voilà, ce que la crise a mis en exergue est posé à peu près depuis 1972, avec un texte autour des limites de la croissance, depuis la création du GIEC, fin des années 80, 1988, et tous les différents rapports, et puis quantité d'experts, un état de l'art considérable des sciences sociales, économiques, etc. Et donc ce qui est posé simplement comme, je dirais, comme grande différence malgré tout, c'est le vécu. C'est que nous venons de sortir de l'ordre du discours pour expérimenter, vivre de façon très concrète, très banale, dans notre quotidien le plus immédiat, et qui plus est de façon mondiale, une expérience que l'on pourrait qualifier dans la clinique du traumatisme, une expérience dite d'effondrement. C'est un terme qui est revenu plusieurs fois. Alors qu'est-ce que c'est l'effondrement? L'effondrement, c'est pas une disparition, une apocalypse. L'effondrement, la modélisation dite d'effondrement, ce sont effectivement à un moment donné, quand une ressource, quelle que soit, matérielle, immatérielle, quand cette ressource, à un moment donné, l'accès qui était jusqu'à présent évident, relativement équitable, en tout cas dans une grammaire, je dirais, banalisée, cet accès, dorénavant, est remis en cause. Cet accès va produire des dysfonctionnements, enfin l'accès va produire des dysfonctionnements, et vous allez avoir des phénomènes de boucles de rétroaction, d'emballement, de dérégulation forte, et résultat des systèmes de priorisation, des systèmes de rationnement, voilà. Et donc c'est ça en fait, c'est l'expérience d'une faille systémique, pour le coup d'une vulnérabilité systémique, et qui fait que tout ce qui était considéré comme évident, et Dieu sait si l'évidence est une grande conquête de la modernité, cette évidence est remise en cause et va susciter quantité de dysfonctionnements, d'obligations de résilience, si on veut le voir de façon optimiste, et effectivement capacitaire, mais dans un premier temps de sidération. Donc, première grande leçon, c'est ça, c'est l'expérience de la faille systémique, c'est l'expérience de la vulnérabilité, c'est l'expérience de cette modélisation d'effondrement, et qui fait que nous rentrons dans des modes dégradés de manière continuelle, en tout cas intermittent, et nous devons en tout cas manifester une tolérance à l'incertitude nouvelle. Or, si vous voulez, cette tolérance à l'incertitude, elle est à la fois un grand marqueur de notre santé mentale, de notre santé psychique, et l'être humain, vous le savez, a besoin à la fois d'être tolérant à l'incertitude, et donc de démontrer qu'il n'a pas cette psychorigidité qui peut le mettre en danger, mais en même temps, il a bien sûr besoin de produire des effets réguliers de stabilisation, et donc de capacité de projection, des capacités d'anticipation, etc. Et c'est aussi ça, c'est toute cette manière psychique que nous avons de vivre nos vies qui est atteinte derrière la question de l'expérience d'effondrement. C'est-à-dire que nous allons avoir une sursollicitation de la question de la santé mentale, avec effectivement ce que peut appeler Vigarello une extension du domaine de la fatigue, ce que d'autres peuvent appeler le burn-out comme fait social, c'est-à-dire que voilà, vous avez un phénomène d'épuisement qui est simplement dû à cette expérience
continuelle d'incertitude, de difficulté à se projeter, de difficulté à lire l'événement qui se produit, parce que nous sommes encore dans cet événement. Il est extrêmement difficile encore de poser une signification de cet événement crise de la Covid. Commençons à avoir des éléments, mais fondamentalement, qu'est-ce qui va faire paradigme? Qu'est-ce qui va faire nouveau modèle social? Nous n'en sommes pas du tout là. Donc, premier point, c'est cette faille systémique et qui produit de la confusion perceptive, des phénomènes de désorientation très très forts, une capacité de projection qui est atteinte. Ce qui est typique de ce qu'on appelle la clinique du traumatisme, c'est-à-dire une effraction. Le réel a fait effraction, et le réel, aujourd'hui, il s'appelait Covid-19. Deuxième grande leçon, c'est la biologisation de la vie, le grand retour du biopouvoir. Alors, dans la biologisation de la vie, au sens où, effectivement, c'est vrai, ça paraît logique que face à une effraction de type « tiens, le réel de la mort s'invite dans nos vies », nous ayons ce premier réflexe de défendre la vie et donc de la défendre de façon sanitaire, stricto sensu. Or, bien évidemment, là aussi vous le savez, l'OMS et toutes les humanités médicales ont posé que la manière dont nous définissons la santé est une manière beaucoup plus holistique. La santé est définie comme non pas l'absence de maladie, mais un état de bien-être général, physique, psychique, social, on pourrait rajouter environnemental. Donc, fondamentalement, ce qu'il faut comprendre là, c'est que notre premier choix qui est de biologiser la vie et dans un deuxième temps qui est corollaire, si j'ose dire, à l'état d'exception sanitaire, et donc nous avons derrière cela une banalisation de l'état d'exception, tout ça provoque là aussi des phénomènes de grande déstabilisation pour l'état de droit qui est le nôtre. Et là aussi, nous n'avons pas encore si j'ose dire, su comment attraper démocratiquement cette crise. Encore une fois, gérer la pandémie, c'est une première difficulté, mais c'est pas tellement celle qui nous intéresse lorsque nous sommes un État de droit, lorsque nous sommes un État social de droit. Ce qui nous intéresse, c'est la gestion démocratique, sous-entendu s'insérant malgré tout dans des règles de l'état de droit, même si dans ces règles d'état de droit, il y a la possibilité, avec conditionnalité, proportionnalité, temporalité, légitimité, de produire un état d'exception, mais qui doit rendre des comptes. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'il y a quantité de commissions qui nous accompagnent aujourd'hui pour essayer de mieux comprendre, de lire, de décrypter, de tirer des leçons, de modéliser différemment demain pour, par rapport à cette crise. Je pense que ça serait fondamentalement judicieux d'avoir un comité qui viendrait plancher sur, comment sortir de l'état d'exception sanitaire, comment on rend visibles les différentes étapes qui nous permettent de comprendre comment nous sommes rentrés en état, en banalisation de cet état d'exception, et surtout comment demain, vu que sans doute soit il sera amené à être continué, soit il sera sollicité pour être de nouveau relancé. Voilà, comment nous rassurons fondamentalement, c'est pas qu'un problème de réassurance, mais c'est un problème de confiance institutionnelle, comment nous montrons cette fameuse boîte noire de l'état d'exception sanitaire et de l'état d'exception tout court aux individus, parce que nous savons à quel point, là aussi, il y a un test de crédibilité et un test de durabilité fort pour la démocratie et pour la préservation de l'état social de droit. Parce que ce qui grimpe, c'est une montée ressentimiste, c'est une montée de, la dénonciation liberticide, de fait, parce que oui, il y a quantité de limitation des libertés individuelles et publiques, mais l'enjeu, c'est de démontrer comment, justement, elles sont là pour préserver à terme cet état social de droit. Donc vous voyez que derrière la biologisation de la vie, il y a nécessairement cette question d'une gestion de la pandémie qui banalise trop l'état d'exception et qui crée véritablement, alors certes,
qui produit ce qu'on connaît bien dans le biopouvoir et dans la santé publique, c'est-à-dire une approche dite utilitariste de la morale, où on va privilégier non pas la société des individus, non pas leur singularité, non pas la différence des aspects de toute la vie démocratique, mais où on va privilégier la liberté du plus grand nombre. Et là encore, Dieu sait que dans nos sociétés, qui sont terriblement individualistes, cette transformation beaucoup plus responsable dans l'autolimitation de la liberté, donc d'avoir une conception dite plus positive de la liberté, est difficile à entendre. Mais derrière, il y a la question fondamentalement, je pense, de l'explicabilité de cet état d'exception sanitaire et surtout comment on en sort et comment on crée un protocole de sortie et que chacun comprenne cela. Autre grand élément, autre grande question qui a été posée dans ce temps, c'est que voilà, la vie culturelle, la vie sociale, l'affectio societatis, tout cela a été empêché, compliqué, rendu intermittent. Alors bien évidemment, c'est directement lié à la valorisation de l'indivisibilité de la vie. Et donc, c'est clair que demain, si nous voulons protéger la santé, si nous voulons protéger la démocratie, nous sommes bien évidemment dans l'obligation toujours de défendre cette valorisation de l'affectio societatis. Mais il y a un effet, je dirais, là aussi, qui vient sursolliciter la santé mentale et qui vient là aussi produire des effets d'emballement ou d'effondrement qui portent un autre nom, et ce nom c'est celui d'entropie avec un E, c'est-à-dire que oui, ces derniers temps, nous avons eu une société qui s'est littéralement vidée de ses outils régulateurs, normalement, de l'entropie démocratique. Et ces outils régulateurs de l'entropie démocratique, c'est quoi? C'est la vie culturelle, c'est la vie démocratique en tant que telle, c'est le fait qu'on se retrouve dans tel ou tel endroit pour discuter de tel ou tel point, c'est le fait éventuellement que l'on manifeste librement et qu'on ne soit pas empêché par cela. Et là encore, on voit que tous ces lieux, toutes ces agoras, qu'elles soient... Alors, nous avons fait des agoras distancielles. Ce n'est pas, je le dis sans aucune moquerie, parce que malgré tout, si ce confinement et si, cette expérience globale que nous faisons aujourd'hui de la Covid se tient, c'est parce que nous avons réussi peut-être une révolution de mode de présence, et ce mode de présence, c'est un mode de téléprésence. Et que malgré tout, ces confinements 3.0, ces expériences de téléprésence maintiennent, quoi qu'on en dise, malgré les pénibilités, malgré la saturation sensorielle, malgré les acouphènes, malgré la robustesse des systèmes qui n'est pas au point, malgré tout ce que vous voulez, n'empêche, maintiennent une certaine qualité d'affectio societatis et aussi la capacité tout simplement de produire ces éléments régulateurs de l'entropie. Alors, dernier point, parce que on va pas, il est, l'heure d'aller déjeuner, et donc les derniers points et dernière grande leçon, indépendamment du fait que une des grandes leçons, c'est bien sûr la difficulté, mais on le comprend, de ce qu'on appelle la discrimination de la norme, et donc ça renvoie à toutes les questions d'utilitarisme moral, ça renvoie à toutes les questions d'éthique publique qui, tout d'un coup, lorsqu'elles imposent des grands modes, des grandes règles indéterminées, bien évidemment, au lieu de venir protéger les vulnérabilités, souvent les renforcent, et on voit à quel point, encore une fois, c'est toutes les questions de priorisation ou de vouloir nécessairement poser pour tout le monde une même manière de fonctionner. Mais je dirais que la dernière grande leçon, et qui est loin d'être terminée, et qui est même posée par l'OMS aujourd'hui comme peut-être la première grande maladie qui nous tombe dessus, c'est ce qu'elle appelle l'infodémie, c'est-à-dire la saturation de la désinformation. Là aussi, ce n'est pas du tout nouveau, donc tout ce que je vous ai dit était posé depuis longtemps. Les concepts de post-vérité existent depuis
depuis là aussi les années 2000, sans parler du fait que bien sûr les phénomènes conspirationnistes précèdent ce genre de système, de réalité, pardon. Mais très clairement, une des grandes questions aujourd'hui, c'est comment on va refonder un pacte important entre sciences et société. Ce pacte, pourquoi? Parce que derrière, normalement, la démocratie, il y a ce qu'on pourrait appeler la logocratie, c'est-à-dire le fait que notre mode de véridiction, comme dirait Foucault, le mode de véridiction de la démocratie, c'est le discours scientifique. C'est cela qu'il faut préserver. Et oui, aujourd'hui, il y a une atteinte considérable sur ce fondement même qui est profondément stabilisateur dans la démocratie. Et alors bien sûr, il y a toute la question des stratégies culturelles, comment demain nous allons montrer, comment nous allons être encore plus vigilants sur la question de la transparence des conflits d'intérêts, etc., sur le financement public de la recherche, sur l'éthique de la recherche, oui bien évidemment tout cela, mais il y a bien évidemment tout l'univers de la viralité désinformationnelle, infodémique, où là, il va falloir nous véritablement inventer un certain type de règles, travailler en open science pour comprendre demain comment on peut éviter cette atteinte mortifère au discernement des individus, précisément par une saturation de la désinformation et qui non seulement atteint, je dirais, ceux qui sont déjà sensibles à ce type de sensibilité, mais en fait, fondamentalement, la sève d'une démocratie, l'eau potable d'une démocratie, c'est l'information de qualité. Et donc, nous allons tous boire à cette eau non potable de la désinformation, et oui, c'est quelque chose qui produit une confusion, surtout aujourd'hui, avec une sophistication considérable de la désinformation, des deepfakes qui vont de plus en plus être compliqués à décrypter et qui nous demandent une attention de décryptage encore plus forte. Donc oui, nous serons tous atteints, même ceux qui se sentent le plus éloignés de cette sensibilité conspirationniste, nous serons de plus en plus atteints par cette désinformation. Et or, c'est un des partenaires, c'est le partenaire, le logos, de l'état de droit. Et donc, aujourd'hui, je terminerai simplement sur cette expérience, cette crise, ce vécu d'un effondrement du logo scientifique qui est devant nous et qu'il nous faut bien évidemment empêcher. Voilà, je vous remercie. Alors c'est ainsi que les choses se passent. Alors c'est là-dedans qu'on doit trouver sa place. Nous sommes toutes et tous les mêmes bons à rien. Nous croyons tout savoir et nous ne voyons rien. Où sont les adultes dont on me parlait quand j'étais petit? Partout où mon regard se pose, je ne vois que de grands enfants. Ça veut décrocher le pompon, avoir un tour gratuit, déguisé en gendarme, en héros ou en truand. Tout ça vouloir devenir calife à la place du calife. Et ceux qui prétendent le contraire sont encore les plus à craindre. Les beaux discours, les slogans, c'est tellement persuasif qu'avec notre soutien ils nous détruisent sans nous contraindre. Que ceux qui ont des oreilles entendent, que ceux qui ont des yeux voient. Le troupeau est perdu et le berger est ignoble. Ne rejoignez pas les loups, ne soyez pas leur proie, car le temps est venu de vendanger les vignobles. Que ceux qui m'aiment me suivent, que les autres périssent. Et croyez-moi en navré de mon casse-point d'humilité. Mais si les uns sifflotent quand les autres regardent leurs pieds, c'est parce qu'ils attendent d'ailleurs que vienne le sacrifice. Il n'y aura pas de refrain, les mêmes ont déjà trop tourné. Nous connaissons tous leur miel, nous y avons tous déjà goûté. Les renards s'en saisissent, nous caressent dans le sens du poil, alors même qu'ils brûlent et dévorent nos entrailles. Qu'ils aillent au diable avec leur suffisance butée. On a essayé de les plaindre, on a essayé de les raisonner. Ils ont utilisé notre bonté comme arme d'oppression. Et 77 fois cette fois nous leur avons donné le pardon. Ici c'est Prison Break et nos cellules sont mentales. Appelle-moi Scofield, on suit le plan initial. Crois-moi, moins tu en sais, et mieux ce sera pour toi. Mais fais-moi confiance mon frère, on va sortir de là. Parole de la résistance, rouge, en direct de la cave. Étoile malin, t'as écouté le frangin. Que ça te plaise ou pas, on est
nourrir